Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à la tête d'une délégation était à Lomé. La mission était porteuse des messages du président de la transition à son homologue togolais. Le Mali salue les efforts et l'engagement du Togo dans la résolution de la crise malienne. Occasion également pour les deux pays de dynamiser leur coopération dans divers domaines. La gestion des mosquées et des prêches, on en parle dans ce journal. Les autorités religieuses sont en passe de prendre une loi afin de réglementer le secteur. Le ministre en charge des affaires religieuses a partagé l'information avec le Haut Conseil islamique lors d'une rencontre. Merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Sur l'initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, 3 membres du gouvernement étaient à Lomé les 3 et 4 mai dernier. La délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a remis un message du président à son homologue togolais. Les deux délégations maliennes et togolaises ont par la suite eu des séances de travail afin de dynamiser leur coopération dans divers domaines. Une occasion saisie par le ministre Diop pour saluer les efforts du président Faure Gnassingbé pour la résolution de la crise malienne. Garibou Pérou. Le Mali accentue son offensive diplomatique afin de trouver une issue rapide à la crise qui traverse notre pays. L'urgence est la levée des sanctions économiques et financières qui frappent notre pays depuis 4 mois maintenant. C'est dans cette optique qu'une délégation ministérielle conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a effectué une visite de travail et d'amitié au Togo. La délégation malienne était porteuse d'un message du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au président togolais Faure Gnassingbé. Les deux parties ont eu des échanges francs et fructueux sur les axes de coopération entre les deux pays, notamment au plan politique, économique et sécuritaire. Le ministre Diop a par ailleurs salué les efforts du président togolais dans la gestion de la crise malienne. Le chef de la diplomatie malienne a fait un plaidoyer visant la levée des sanctions économiques qui affectent les populations. Nous sommes ici aujourd'hui dans un contexte particulier dans lequel nous voudrions pouvoir encourager ces efforts que le Togo continue à déployer et que le Togo puisse aussi faciliter le dialogue avec les autres pays voisins, avec l'ensemble des États de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, avec l'UEMOA, avec l'ensemble de la communauté internationale, pour faire en sorte que notre région puisse sortir grandie de cette situation. Ce soutien, la partie togolaise entend le maintenir pour la stabilité du Mali et par-delà la sous-région. Le président de la République se réjouit de cette offre. Volontiers aidera la population malienne, aidera le Mali, le gouvernement malien par la facilitation à ce que vous puissiez, comme vous l'avez dit, aller vers des élections libres, démocratiques, crédibles, et que désormais un gouvernement civil, en respectant l'ordre constitutionnel, soit rétabli dans votre pays, le Mali. Les deux délégations ont ensuite pris note du communiqué final du dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. C'est sur une note d'espoir que la délégation malienne a quitté le Togo. Depuis des années, la gestion des mosquées et des prêches au Mali est devenue une réelle problématique. Les autorités religieuses, à travers le département des affaires religieuses, du culte et des coutumes, s'apprêtent à prendre une loi en vue de réglementer et assainir une fois pour toutes les secteurs. Le ministre en charge des affaires religieuses, déterminé à ramener de l'ordre dans le domaine, a partagé l'information avec le Haut Conseil islamique, la structure fêtière, lors d'une rencontre. Les détails avec Aridou Matina. La gestion des mosquées et la nature des prêches dans notre pays sont au centre de cette rencontre élargie aux membres du Haut Conseil islamique et les familles fondatrices. Devenue une véritable préoccupation, cette gestion a poussé le département des affaires religieuses, du culte et des coutumes à prendre à bras le corps le problème afin d'assainir le secteur. Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement, la façon de prêcher au Mali prend de l'essentiel de façon exponentielle. Ça crée plus de problèmes que de solutions. Et encore, la gestion interminable des mosquées par rapport
aux différentes tendances au Mali. Nous avons bien vu cette situation depuis fort longtemps. On a voulu à ce qu'ensemble, nous trouvions une solution idoine, chacun de sa part, dans le cadre de la République. D'ores et déjà, un texte de loi pour encadrer le domaine spirituel est en cours en vue d'être adopté. Aujourd'hui, avec vous, le Haut Conseil islamique, avec la famille fondatrice, y compris la famille Touré, nous allons voir ensemble comment réglementer ces secteurs de prêche, comment réglementer cette problématique. Nous avons un texte de loi sur la liberté religieuse qui doit cadrer et encadrer tous les secteurs religieux, chrétiens, non chrétiens, musulmans et autres. Ce texte-là est déjà à Koulouba. La structure fêtière, le Haut Conseil islamique, préoccupé par le phénomène depuis des années, se félicite et entend accompagner avec détermination l'initiative des autorités religieuses. Nous sommes très heureux et comblés de joie par cette initiative prise par le ministère des Affaires religieuses. En tant que le Haut Conseil islamique, la structure chapeau des associations islamiques est la structure qui est la première responsable de toute la gestion religieuse dans notre pays. Le Haut Conseil islamique fera tout pour accompagner le ministère pour qu'on puisse trouver les solutions durables dans tous ces problèmes. C'est une belle initiative parce que le problème est vraiment réel. Ce que nous entendons dans les mosquées, c'est toujours des querelles, c'est toujours des litiges par rapport à la gestion. Cela veut dire qu'un problème est posé et ce problème, ça c'est le comportement des uns et des autres en tant que religieux, en tant que musulmans et en tant que chefs également. Il faut que nous placions l'intérêt de la communauté au-dessus de nos petits intérêts sordides par rapport à la confiance qu'on nous témoigne. En attendant l'adoption d'une loi dans les jours à venir, le Haut Conseil islamique propose d'abord au ministre Koné l'organisation d'une journée nationale de réflexion pour formuler des recommandations. Une demande accueillie favorablement par le chef du département des affaires religieuses, du culte et des coutumes. Rendons-nous à présent au marché pour parler du citron. Ce fruit est consommé pour ses multiples vertus. En ce moment, il devient difficile d'accès à cause de son prix élevé sur le marché. À quoi cela est dû? Pour en savoir, Fatou Diaby et son équipe se sont rendus au marché de Médine Sougounikoura. Il est présent dans nos assiettes, dans nos tasses de thé et même dans nos marmites. Il s'agit de cet agrume beaucoup prisé par les consommateurs. Chacun l'utilise selon ses besoins. Assis sur sa moto, tenant étonnamment un sachet 8 petits citrons achetés à 400 francs CFA, Aboubakar Koïta achète régulièrement ce fruit avec plaisir. Je mets dans du thé, du kengeleba et bien d'autres. J'en consomme parce que j'aime. Abondamment utilisé en cette période, le produit est très cher selon les ménagères. Celles-ci souhaitent que le prix du citron soit revu à la baisse. Cette ménagère vient de se procurer 10 citrons à 500 francs CFA à raison de 50 francs CFA par citron. Je le mets dans la bouillie et du thé. C'est vrai qu'il y a des vertus, mais acheter 500 francs de citron chaque jour, c'est pas évident. Le citron a beaucoup d'utilité, surtout en ce moment. Si le prix diminue, ça nous fera plaisir. Aïcha Bamba, qui est vendeuse de citron, affirme que le prix en détail dépend du prix en gros. Nous vendons en détail et en gros. Le sac de 50 kg coûte 50 000 francs CFA et nous revendons en détail à partir de 4 à 200 francs CFA. Une autre raison de la cherté du citron est qu'il ne provient pas de chez nous actuellement. En ce moment, le citron vient de la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi c'est cher. Pendant la saison de pluie, c'est moins cher. Le sac, qui est vendu actuellement à plus de 50 000 francs CFA, est cédé à moins de 10 000 francs CFA pendant la saison pluvieuse.
Sur un sac de 50 kg de citron, difficile par moment de faire des bénéfices. Souvent, on ne trouve même pas les prix d'achat sur un sac, encore moins faire des bénéfices. Dans toutes les choses, il est important de connaître l'avis des spécialistes. C'est le fruit d'un arbre qu'on appelle le citronnier et il appartient à la catégorie des agrumes. Il est surtout connu pour sa forte teneur en vitamine C et en acide citrique qui va participer à favoriser la digestion. Certes, il rend la digestion facile, mais comment le citron doit-il être réellement consommé? Le citron est très riche en vitamine C, en plus d'autres micronutriments qui vont participer à fortifier notre métabolisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette vitamine C ne résiste pas à la chaleur. Donc même quand nous devons utiliser le citron dans nos tisanes, il est préférable de laisser les tisanes tiédir d'abord avant de mettre le citron parce qu'on risque déjà d'enlever la vitamine C qui est dedans parce que la vitamine C ne résiste pas du tout à la chaleur. Bien qu'il ait un goût très aigre, l'antioxydant qu'est le citron, chacun ou presque tous en consomment régulièrement. Mais attention, comme on le dit, l'excès de toute chose est nuisible. Habituellement, c'est vers le mois de juin que l'hivernage s'installe dans notre pays. Mais depuis le mois d'avril, des précipitations sont enregistrées par endroits à travers le pays. Ces précipitations sont-elles destinées à la mangue, comme on a coutume de le dire, ou c'est le début de l'hivernage? Élément de réponse dans ce dossier signé Boubacar Bablentouri. Hier, on comprenait les premières ou traces de pluie comme des précipitations destinées à la mangue. À la date d'aujourd'hui, beaucoup de localités ont enregistré des pluies. Ces précipitations sont-elles pour la mangue ou annoncent-elles l'hivernage? D'après nos analyses, c'est une installation précoce. À la date d'aujourd'hui, la saison des pluies est installée au niveau de la région de Sigassou et certaines parties de la région de Ségou, notamment la partie sud, et aussi le district de Bamako à partir de ce moment. Et graduellement, ça va aller vers le nord. Donc, vers le nord, vous savez que la saison des pluies, généralement, c'est au mois de juillet. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'il y aura une installation précoce de 2 à 3 semaines en avance. Donc, c'est ce que nous avons prévu pour cette année sur l'ensemble de notre territoire. Raison pour laquelle, même pour le district de Bamako, où climatologiquement parlant, la saison des pluies est mois de juin, cette année, nous déclarons que la saison est installée au niveau du district de Bamako parce que c'est une situation précoce qui est prévue pour cette année et que nous sommes en train même de le constater. Si pour les prévisionnistes, c'est le début de l'hivernage par endroits, les paysans ont une autre lecture du phénomène naturel. Ils s'appuient sur des signes enseignés, quelquefois transmis de génération en génération. Selon moi, l'hivernage n'a pas encore commencé. Il y a des signes annonciateurs qui ne sont pas encore visibles, des signes liés à des espèces d'arbres et le passage des cigognes. Pluie de mangue ou pas, les données météorologiques annoncent cette année de fortes précipitations sur l'ensemble du pays. À Koulikoro, les activités économiques tournent au ralenti après la fête de l'Eid el-Fitr. Les bouchers de la cité de Méguétan craignent une rupture d'approvisionnement de la population en viande après la fête de Ramadan à cause du coût élevé de l'aliment bétail. Notre reporter Diamba Moussa Kounaté a fait un tour dans la ville de Koulikoro, suivant son reportage. 2 jours après la fête de l'Eid el-Fitr, les activités économiques tournent au ralenti dans la capitale de Méguétan. Au marché de la gare ainsi qu'à celui de Koulikoroba, les secteurs du commerce et des transports sont moroses. Depuis le mois de Ramadan, il n'y avait pas assez de navettes. Les chauffeurs pouvaient passer des nuits à Bamako pour avoir le tour. C'est seulement à la veille de la fête de l'Eid el-Fitr que certains ont pu faire un aller et retour. L'après-fête est vraiment compliquée pour nous. Nous avons acheté beaucoup de condiments pour que les femmes puissent bien préparer, mais il n'y a pas eu assez de ventes.
les gens n'ont pas beaucoup d'argent. À l'abattoir, il n'y a pas eu assez d'abattage ce jour, car à l'occasion de la fête, environ 80 bœufs ont été abattus. À Koulikoroba, Mahamadou Koulibaly n'a abattu qu'un seul bœuf et risque de garder le reste au réfrigérateur pour la vente du lendemain. J'ai acheté ce bœuf à 600 000 francs. Je crains même si je vais m'en sortir. Il risque d'avoir une pénurie de viande après la fête de Ramadan. Depuis quelques mois, nous vendons la viande à perte. La tonne de tourteau est vendue à plus de 250 000 francs maintenant. Tu ne peux pas faire l'embauche et en même temps faire des bénéfices dans ces conditions. Au niveau de certaines banques de la place, le constat est tout autre. Aujourd'hui, je suis à la banque, c'est pour éviter l'embouteillage par la semaine passée due aux préparatifs de la fête. Donc l'après-fête, je préfère les jours plus précédents. Là, c'est moins fréquenté. J'avais fait un premier retrait avant la fête. Toutes ces sommes-là ont été dépensées. Donc je suis venu pour le reliquat de mon salaire. Mais ça a entraîné beaucoup de dépenses. Donc il fallait revenir pour faire face à d'autres situations. Selon nos interlocuteurs, il faut attendre la semaine prochaine pour que les activités économiques reprennent normalement à Koulikoro. L'homme est iconoclaste et son parcours est inédit. Aujourd'hui, grand pourvoyeur d'emplois, surtout de jeunes, rien ne prévoyait pourtant une telle ascension de la part de celui qui a longtemps vadrouillé à la recherche d'emplois sûrs pour aider les siens restés au village. Bala Coulibaly, puisque c'est de lui qu'il s'agit, excelle actuellement dans l'agriculture et l'entrepreneuriat qu'il a cependant appris sur le tas. Clin d'œil à la faveur de la fête du travail sur un homme qui a su se forger un destin, et c'est avec Souri Ibrahima Keita. S'il est convenu que l'homme est l'artisan de sa vie, a-t-on oublié d'ajouter que, sans le hasard, ce qu'on appelle sabou, il n'y aurait pas eu de destin. Illustration via un récit de vie palpitant d'un self-made man nommé Bala Coulibaly. Moins qu'un agriculteur, un cultivateur devenu entrepreneur. Mais attention, oui, attention, l'autodidacte qui n'a été formé dans aucune école classique, s'il s'exprime sans complexe, n'a cependant aucun contrat avec les règles et tournures grammaticales de la langue de Molière. Je n'ai jamais été à l'école. Jamais je ne franchis au cours d'une école. Comme tous les enfants le long du rail Dakar-Bamako, le sort lui laissait une seule alternative: travailler la terre souvent avec la houe, ou devenir cheminot, ou en tout cas agent de la régie du chemin de fer. Il jongle entre les deux, contraint par les aléas de la vie. Je suis venu à Bamako un jour, c'est mon oncle, commencé à travailler à la régie du chemin de fer. Donc quand j'ai commencé à travailler, on avait 14 400 francs par mois. Donc vu 14 500 francs par mois, que moi j'arrive à payer la nourriture à Bamako ici, de mes habillés, je ne peux rien faire à ma maman. J'ai décidé de démissionner à la régie du chemin de fer. Arrive ce 14 octobre 1977 qui bascule sa vie, sa destinée. À l'origine, une histoire d'hélicoptère des blancs randonneurs, comme on en connaît dans la vie villageoise de ces contrées. Et un maniaque canadien, un certain Bob Deralo. Nous sommes à Moria, dans la région de Kaye, à environ 320 km de Bamako. Donc à la fin de ces hivernages, les Canadiens sont venus avec un petit hélicoptère. Le gars est venu, il s'est adressé à moi. Et bon, moi je dis, je ne parle pas bien français, il dit c'est pas grave. Il dit on est à la recherche d'un point qui a été marqué dans les 2 collines. Et je dis mais moi je le connais. Tous les jours on grimpe cette colline-là. Ils m'ont déposé, ils m'ont donné un petit bout de papier. Il dit dans 1 mois, il reviendra en voiture si ça me plaît.
On va essayer de travailler ensemble. Je suis venu dire à la maman que j'ai dit, bon, le blanc dit qu'ils vont me recruter. Il dit, ah, ben là, tu vois beaucoup mon problème dans les tu vois beaucoup, je dis non, bon, moi je suis sûr qu'ils ne vont rien me faire. Je dis, bon, d'accord, va, yeux fermés. Tu n'auras rien que si ce n'est pas de bonheur. Quand le blanc il m'a demandé, il dit, bon, maintenant, moi je vais te recruter, tu seras le responsable du matériel. Je dis, attention, moi je n'ai jamais été à l'école. Il me dit, il ne faut jamais me dire ça. Celui qui a créé l'école, il n'a jamais été à l'école. Je ne vous le cache pas, c'est la première fois que je vais révéler ça. Il me dit, bon, tu as 1 million de salaire par mois. Et quand tu quittes chez toi, même si tu vas à 10 km, tu as 40 000 francs par jour. Et je me suis posé la question, est-ce que réellement, le gars n'est pas fou? Il m'a remis la clé de 27 véhicules. Il dit, bon, tu es seul le responsable de ces véhicules-là. Tu partages entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. Je vous avoue, ce jour-là, j'ai beaucoup pensé. Je peux dire aujourd'hui, grâce à Allah, le Tout-Puissant, le premier fibre aussi posé au Mali, c'est le Sanja a fait que c'est nous qui l'avons fait. Lui, qui ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, évolue depuis entre Bamako et son village natal, avec un pied dans l'agriculture et l'autre dans l'entrepreneuriat. Ici, il gère un désormais immense empire spécialisé dans les télécoms et là, de vastes étendues de terre qu'il exploite pour l'agriculture, l'élevage, le jardinage, les plantations dotées des installations de technologies modernes. Je suis un paysan. Je préfère le mot paysan. Tant qu'il n'y a pas de nourriture, tout ce qu'on cherche là, c'est autour de ça. Donc moi, mon ambition, c'est juste pour l'agriculture. Depuis que je suis à Bamako, Dieu merci, je n'ai jamais accepté un grain de maïs ou de mil ou de petits mil au marché. Seul le travail libère l'homme. Très généralement, le samedi et le dimanche, bon, il ne faut même pas me chercher dans la famille. Je suis au champ. D'emploi au moins officiel, non officiel. Quand je dis non officiel, c'est-à-dire les manœuvres qu'on le prend pour le mois, on est à 400 personnes aujourd'hui. Mon projet, c'est le village maintenant. Tout ce qu'on fait ici, là, si on ne fait rien, là où on vient, là, c'est zéro. Balala Kebaro Badumbenja. Ici, dans les fois, il y a kilomètres na bela. Kata docteur Souma, Fora bla école sola. Balala boule no beni beto. Fangala pont, Dieu kata. Mais balala keta sababuti. Ka akesuloti. Aro kora badumbe l'impôt total dama. Kata dépinte sigi sama fora bla nginana. L'autre de main sa fonte en bleu blanc qu'on canal l'impôt sera. Paiement de TEDREL pour Moria de 2000 à 2022. Pour Badumbe, de 2015 à 2021. La paix, la totalité de la TEDREL dans ces deux villages-là. Voilà est une chance pour la commune de Walia. Très attaché à la fois aux valeurs sociétales et à la modernité, il reste convaincu qu'un homme sans ancrage dans son terroir ressemble à un zèbre sans rayures. Je fais ce que je peux. Parce que moi, je suis venu de là. Si tu vois qu'on parle de Bala aujourd'hui, là, c'est grâce à eux. Quand le Dieu doit me donner quelque chose, il me donne ce que je peux donner. Le conseil que je peux donner aux jeunesses, qu'on a, c'est-à-dire confiance en nous-mêmes, confiance à notre avenir. L'avenir de ce pays-là, ça ne va pas venir ailleurs, hein. C'est nous qui vont le faire. Et il faut qu'on le fasse. On est même condamné à le faire. Une grande cantatrice du Mali martèle qu'il existe 3 vertus qu'Allah n'accorde jamais à ses ennemis. La patience, la foi et la magnanimité. À l'aune de cette mesure d'artiste, de ce baromètre d'appréciation, cette proximité divine avec Moria Bala Coulibaly n'aurait pas existé
que les siens l'auraient volontiers inventé. Portrait signé Souri Ibrahima Keita. En troisième région, la Zaouia Izibou Daïmou de Sikasso a célébré lundi soir son 20e anniversaire. Un anniversaire marqué par une séance de prêche et de prière pour la paix et la stabilité au Mali. Compte rendu Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. C'est un cadre de prière et de prêche organisé dans le cadre du 20e anniversaire de la Zaouia Hizbou Daïmou de Sikasso, une tendance de l'islam qui réunit quelques centaines de musulmans dans la ville de Sikasso. Nous avons atteint 20 ans de prière et d'adoration de Dieu. C'est l'occasion de partager les avantages de Hizbou Daïmou avec l'ensemble des musulmans de Sikasso. Nous avons aussi prié pour la paix et la stabilité au Mali. La séance de prêche a porté sur l'origine de la tendance Hizbou Daïmou, ses avantages et sa différence avec d'autres tendances. J'ai choisi Hizbou Daïmou pour les fidèles à cause de ses avantages. Sa pratique est libre et n'exige pas assez de contraintes. La seule condition, c'est la bonne prononciation, comprendre le sens et respecter les conduites de l'islam. Le 20e anniversaire de la tendance Hizbou Daïmou de Sikasso a enregistré la présence de plusieurs fidèles et du président de l'Association des jeunes musulmans pour l'étude et l'expansion de l'islam. Et ainsi s'achève cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous.